Madame, Monsieur, bonsoir. La polémique fait rage. Un manuel scolaire à l'usage des classes de 5e défraie la chronique et alimente un débat des plus vifs depuis une semaine. On y parle, pour certains, ceux qui sont sommés de s'expliquer, on y parle d'éducation sexuelle. Mais pour d'autres, il s'agit purement et simplement de propagande de pratiques sexuelles controversées telles l'homosexualité, la pédophilie ou encore la zoophilie et l'inceste. La question est donc posée de savoir comment cet ouvrage a pu être sélectionné pour figurer au programme de nos tout jeunes élèves. Mais au-delà, c'est toute la problématique de la politique nationale du manuel scolaire qui se trouve questionnée. Parlons-en donc ce soir avec le professeur Marcelin Vundaitoa, secrétaire permanent du conseil d'agrément du manuel scolaire. Bonsoir professeur. Bonsoir monsieur Belibi. Alors quel type de secrétaire permanent êtes-vous ce soir? Un homme aux abois, accablé par cette affaire qui remue l'opinion, ou alors vous êtes dans un autre état d'esprit? Écoutez, il n'y a aucune raison d'être aux abois, il n'y a aucune raison d'être accablé, mais il y a une préoccupation à porter les explications nécessaires, les clarifications d'usage pour que toutes les personnes de bonne foi qui se mêlent de cette discussion soient éclairées du maximum de lumière, mais vous savez bien que, au moins de notre point de vue. Vous savez bien que le débat tourne à une querelle de personnes. Il y a une dimension... L'homme, Marcelin Vundaitoa, qui est contesté. Je l'apprends. Je l'apprends parce que je n'ai pas lu ça quelque part. Je n'ai pas entendu avant ici qu'il y avait une contestation de la personne du secrétaire permanent du Conseil national d'agrément des manuels scolaires. Et si contestation il y a, ce qui est légitime de la position à partir de laquelle les uns et les autres perçoivent la réalité, il faudrait la fonder et la justifier. Mais tout ce qui se dit sur le livre querellé, professeur, le livre qui s'appelle « Excellence en sciences », ressemble un peu à une remise en cause du travail du Conseil. Vous ne le percevez pas comme ça? Je ne le perçois pas comme ça. Je le perçois comme étant une erreur d'appréciation, une erreur de jugement de ceux qui regardent une chose de l'extérieur et qui prennent position sans nécessiter ou sans demander les éclairages. Le Conseil n'a pas vocation à sélectionner d'autres livres que ceux qui lui sont proposés par les éditeurs. Le secrétaire permanent n'est pas allé dans une imprimerie commander un livre, encore moins le président du Conseil, commander un livre pour le mettre dans les programmes scolaires. Les livres qui arrivent sur la table du Conseil y parviennent après un appel d'offres signé par les ministres en charge de l'éducation, et le rôle du Conseil consiste exclusivement à regarder en quoi ces livres-là sont conformes à une critériologie. Pour cette année, la critériologie a été signée par le Premier ministre, chef du gouvernement, le 29 mars 2018. Et selon cette critériologie, le Conseil examine les manuels scolaires sur 3 points. Le premier point, c'est les aspects physiques et les usages de la profession. Mettre un code ISBN, mettre un achevé d'imprimer, respecter les lois en la matière, c'est-à-dire faire le dépôt légal, etc. Le deuxième aspect, c'est les contenus des manuels. Et les contenus des manuels sont évalués en raison de... Et c'est de ça qu'il s'agit ici. Et c'est de ça qu'il s'agit, en raison de leur conformité avec les programmes. Je disais hier, lorsque j'ai été invité au journal de la CRTV, que si on veut voir comment fonctionne le manuel scolaire, il faudrait prendre l'image d'une construction. Vous voulez construire une maison, vous sollicitez un architecte qui fait le plan de votre maison, et après l'architecte, vous sollicitez un chef d'entreprise ou un maçon, disons les choses simplement, vous lui remettez le plan architectural de votre maison, il construit la maison conformément au plan qu'il a reçu. Et le rôle du Conseil, c'est de venir voir si la maison construite selon le plan architectural qui a été proposé à l'entrepreneur est conforme aux normes et aux standards. Voilà, venons-en donc à cette polémique. On parle de sexualité à des gamins de 5e. Est-ce que c'est vraiment sérieux? Alors, je voudrais dire que la question que vous posez renvoie à ce que le programme prévoit.
Parce que le livre incriminé a été sélectionné au milieu de plusieurs autres qui ont exactement le même contenu sur ce module-là. C'est-à-dire que tous ces livres appellent un chat, un chat. Je vous les présente. Sciences faciles, éditeur Cosmos. Module 4, santé par la reproduction, santé de la reproduction et sexualité. Vous avez là-dedans, je vous laisse le soin de lire, M. Bélibi. Alors, ça me ramène à une époque lointaine, parce que je vais le lire. Alors, je fais le point. Les comportements tels que l'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie et le vagabondage sexuel nuisent à la santé de la reproduction. La prostitution contribue grandement. Au passage, professeur, oui. La prostitution contribue, c'est, je vois un ENT. Très bien. Peut-être qu'il y a une précision à faire là aussi. Le Conseil ne rédige pas des manuels. Le Conseil sélectionne parmi les manuels qui lui sont proposés par les éditeurs. Et à défaut d'avoir le meilleur manuel, c'est-à-dire le manuel idéal souhaité, c'est le moins mauvais des manuels que le Conseil retient. Alors, vous n'avez rien à dire par rapport à la manière dont on écrit ces livres? C'est plein de fautes, vous laissez passer. Nous ne laissons pas passer parce que dans la critérologie produite par le Premier ministre, la langue est un critère d'élimination. Le niveau de langue est un critère d'élimination. C'est précisément pourquoi ce manuel que vous avez entre les mains n'a pas été retenu comme plusieurs autres qui abordent la leçon mais qui sont truffés de fautes. Je voudrais que nous continuions l'exercice, M. Bélibi, pour que vous compreniez et que les Camerounais comprennent que nous n'avons pas délibérément, au niveau du Conseil, choisi un livre pervers pour le mettre au programme parce qu'il contient la définition de pratiques sexuelles déviantes. Tous les livres, en tant qu'ils ont été proposés au Conseil, posent la question en ces termes-là. Voilà le deuxième livre. Alors, les principales pratiques sexuelles déviantes sont variées. La sodomie, la fellation, le cunnilingus, les relations sexuelles précoces et intergénérationnelles, la pédophilie, la zoophilie. Voilà pour le deuxième. Voilà le troisième livre. Et là, je pense qu'il y a des images que vous pourriez utilement commenter pour les téléspectateurs, bien qu'ils ne la voient pas. S'ils vous croient, votre commentaire suffira. Elles sont choquantes. Voilà. Elles sont choquantes, ces images. Voici un autre livre dans la même série qui a été proposé également à l'évaluation, qui contient le même module et les mêmes images, les mêmes définitions. Je vous donne celui-ci, le temps que je retrouve les définitions dans celui que je viens... Voilà, vous avez une série de définitions ici. Le voyeurisme. Non, plus sérieusement, professeur, je parle aux parents que vous êtes. Votre enfant est en classe de 5e et on lui dit ce type de choses. Comment vous réagissez? Alors, je réagis par l'étonnement et je cherche à comprendre. Je cherche à comprendre pourquoi. Et dans ma recherche pour comprendre pourquoi, je remonte à la source et je me rends compte que le programme de classe de 5e prévoit un module d'enseignement sur la santé de la reproduction et sur les pratiques sexuelles néfastes et déviantes. Une fois que j'ai compris ça, je cherche à comprendre qu'est-ce qui peut avoir motivé les rédacteurs du programme. En classe de 5e, il faut le dire. Très bien. À ce moment-là, donc, je remonte voir ces personnes et je pose la question de savoir si il est normal, s'il est approprié de mettre un cours sur les relations sexuelles déviantes en classe de 5e. Donc, je pose la question de l'opportunité de l'enseignement. C'est la première question que je pose. L'opportunité et même l'efficacité. Je pose également la question de l'efficacité. Alors, les deux tendances que j'observe du côté des pédagogues, c'est que certains pensent qu'une société d'interdits et de tabous ne prépare pas les enfants à faire face à une réalité qui peut être brutale. Ceux-là pensent donc qu'il faut une société imaginer, permissive. non, il faut imaginer qu'on construise des savoirs autour des relations sexuelles.
Les autres en face disent, à l'âge que les enfants ont quand ils arrivent en 5e, ils sont d'une curiosité qui peut les pousser à braver l'interdit, à aller soulever le couvercle pour voir ce qui se cache et que les adultes veulent mettre hors de leur portée. Voilà les deux tendances qui s'opposent. Donc, premièrement, la question est celle de l'opportunité d'adresser la question de l'éducation sexuelle à l'école. En classe. Maintenant, l'autre question, c'est de savoir si la question est à poser, si les savoirs sont à construire pour préparer les enfants. Est-ce que la classe de 5e est la classe appropriée? Donc, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour et qui demandent que le module soit décalé sur des âges où les enfants sont capables de mieux comprendre. Est-ce que ce débat a eu lieu quand on a fait les programmes? Ça n'entre pas dans vos prérogatives, certes, mais est-ce qu'on a fait ce débat? Très bien. Je pense que si ce débat n'a pas été fait, il aurait dû être fait. Parce que l'éducation d'un enfant est une opération inclusive. Parce qu'un enfant qui part ou qui arrive à l'école part de chez lui, il part de sa famille. Un enfant qui part de l'école revient dans sa famille et après le cycle primaire, il passe au secondaire. Après le cycle secondaire, il passe au supérieur et il finit dans le champ social. Il atterrit dans le champ social. Et pour le préparer à assumer ses responsabilités citoyennes dans le champ social, il faut qu'il ait, 1, des savoirs, 2, des savoir-faire, et 3, et c'est le plus important, des savoir-être. Alors, la question de tous les savoirs construits à la lisière des questions morales est une question délicate. Parce que si on vous dit qu'on enseigne la physique nucléaire à vos enfants en classe de seconde, personne ne va s'en offusquer parce que ça n'a pas une incidence sur la morale, à tout le moins de façon directe. Mais si on vous dit qu'on enseigne, on construit des savoirs autour de choses qui sont contiguës à la morale, à ce moment-là, il y a un problème et tous les acteurs de la chaîne du système éducatif doivent être pris en compte. C'est pour ça qu'il est important, au regard du tollé actuel, la suggestion technique que nous faisions, la proposition technique que nous faisions, c'était du moment où le problème entraîne à tout le moins des émois et des remous dans le champ social, techniquement, il y aurait lieu de suspendre son enseignement et de renvoyer la question en discussion. Et on vous répond, trop peu et trop tard. Non, jamais trop tard. Parce que la réalité, c'est que depuis 4 ans, tous ces livres que je viens de vous présenter sont inscrits dans les programmes. Et il faut saluer la mesure du Premier ministre de ramener toutes les matières à un livre unique. Ce qui fait le buzz, pour parler dans votre langage journalistique en ce moment, c'est que quand on dit l'excellence en sciences, tous les parents, où qu'ils soient dans la République, ont le même référentiel. Si on dit page 59, tout le monde est à la page 59. C'est pour ça qu'il n'a pas été... Et la page 59, c'est bien voilà, ça qui nous concerne. Voilà, et c'est pour ça qu'il n'a pas été possible pour les parents vigilants de se laisser tromper par le texte que quelqu'un est allé copier sur le net avec un certain personnage état-major. Je résume. S'il y a quelqu'un à indexer... Qui ont conçu les programmes étaient de mauvaise foi. Parce qu'il faudrait savoir quelle est la motivation avant d'envisager d'indexer. Moi, je prête au concepteur du programme la bonne foi et les indicateurs qu'il donne. Mais tel que c'est écrit. Oui, c'est un autre mots. problème, M. Bélibi. C'est un problème à ce moment-là de didactique. C'est-à-dire la manière d'enseigner et de construire ce savoir-là. Donc, je leur prête la bonne foi, je disais, parce que certains indicateurs montrent le niveau moral et les périls auxquels sont exposés les enfants. Quand un enfant regarde des dessins animés, il y a des messages suggestifs et subtils qui défilent. Quand un enfant a un téléphone Android, il y a des choses auxquelles il accède sans le contrôle des parents. Quand un enfant sort de la maison, il est en contact avec des gens et même à l'intérieur de la maison, les enfants en bas âge, dans les familles où on accueille des personnes étrangères, sont en péril par rapport à un certain nombre de pratiques sexuelles. C'est tout cela qui peut avoir motivé les pédagogues à imaginer de protéger les enfants. Et je redis que le but était de construire des savoirs
pour préparer les enfants à faire face à une réalité qui peut être fatale s'ils l'affrontent sans être armés. Alors certains parlent, au sujet de cette polémique, ils parlent carrément de complot. Ça a l'air gros, mais ils vous disent que cette polémique se déroule en ce moment précis en France également. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté maquillée d'apprendre ces choses-là aux enfants? Si le sujet n'était pas trop grave, je vous dirais, M. Alain Bélibi, que pour une fois, nous avons dépassé la France. Parce que je vous redis que les livres sont enseignés depuis 4 ans. La discussion en France, si je m'en tiens à la date que vous venez de donner, est récente. Nous, nos livres sont au programme depuis 4 ans. Et je voudrais vous rappeler que dans la critériologie signée par le Premier ministre, le 29 mars 2018, il y a bien comme critère d'élimination des manuels les problèmes éthiques et moraux. Et pour preuve, je voudrais vous donner cette lettre adressée au ministre des Enseignements secondaires le 24 avril par le président du Conseil, M. Jean-Paul Comone, et qui indique qu'au regard de la critériologie donnée par le Premier ministre, le recueil de poèmes Alcool de Guillaume Apollinaire, qui comporte des poèmes qui font l'apologie de l'homosexualité, et qui sont d'un auteur qui lui-même a écrit des préfaces à des œuvres pornographiques. Et je me souviens bien que vous m'avez reçu ici et que je vous ai donné à lire, et je pense que vous n'avez pas... Vous étiez tellement étonné que vous n'avez pas pu lire une seule page de ce livre-là, les 11 000 verges. Les parents qui nous écoutent peuvent aller voir, si ce livre existe, peuvent aller voir dans Alcool si les poèmes indexés n'y figurent pas. Et si cette lettre est authentifiée par vous, il faudrait mettre à l'actif du gouvernement d'avoir éliminé des œuvres au programme enseigné au Cameroun, une œuvre qui fait l'apologie de l'homosexualité. Mais pourquoi faut-il que le mal soit fait déjà, avant de réagir? Je pense que c'est une question de lucidité et de discernement. Avant que le Premier ministre ne ramène les manuels scolaires à 1 par matière, il y en avait trop pour qu'on fasse attention à leur contenu. Et lorsque un parent à Yaoundé avait un manuel, que son voisin dans le quartier ou dans une autre ville avait un autre manuel, il ne parlait pas le même langage. Ce qui fait, ou ce qui amène à parler du problème aujourd'hui, c'est le fait que le référentiel est le même. Et je pense que c'est ce modèle-là qui doit être construit. Il permet de construire des savoirs qui sont partagés par tous les acteurs de la communauté éducative. Voilà, on va prendre la direction de la Chine. On va voir quelques images de la visite du président de la République. Le président de la République qui est allé participer au sommet Chine-Afrique. Yves-Marc Medjo. La prise de parole du président de la République à ce 3e sommet du FOCAC Beijing 2018 était attendue. Elle l'était, d'autant plus que d'un bout à l'autre des assises, le chef de l'État camerounais aura été l'objet de nombreuses sollicitations et au centre de toutes les attentions. Et c'est rayonnant d'assurance que le chef de l'État camerounais va se rendre à nouveau au Grand Palais du Peuple ce 4 septembre 2018 pour prendre cette fois la parole devant ses pairs. Bien que se tenant à huis clos, l'intervention du président Biya à la table ronde consacrée à la coopération sino-africaine aura un retentissement bien au-delà du palais présidentiel chinois. En une demi-douzaine de minutes, le chef de l'État camerounais commence par se féliciter du bilan flatteur du FOCAC au regard des résultats tangibles obtenus par ce mécanisme efficace de coopération et de dialogue dans la relation entre la Chine et le continent africain. Pour Paul Biya, les réalisations du partenaire chinois ont un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie des Africains et c'est tout naturellement qu'il va exhorter le secteur privé chinois à saisir les nombreuses opportunités qu'offre encore l'Afrique en termes de ressources naturelles et minières, de potentiel hydroélectrique et de tissus industriels pour approfondir la relation. Avant de clore son propos, le président Biya va se réjouir de la convergence de vues qui existe entre la Chine et l'Afrique sur la scène internationale et annoncer dans le même temps la décision de son pays, le Cameroun, d'apposer sa signature aux différentes résolutions qui seront prises à l'issue des présentes assises, et notamment la déclaration de Beijing et le plan d'action triennal 2019-2021. C'est donc avec l'engagement renouvelé de la Chine et du continent africain de rester solidaires pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain que l'acte final de cette rencontre de Beijing, particulièrement courue,
sera paraphé. Arsène Moundaïtoa, monsieur le secrétaire permanent du Conseil d'agrément du manuel scolaire, il y a donc cette question d'un livre dont le contenu soulève la polémique, mais il y a également la disponibilité du manuel scolaire. Vous nous avez promis, on l'a lu dans la presse, vous nous avez promis que les livres seraient disponibles à la rentrée ou au plus tard une semaine après la rentrée. Jusqu'à présent, il n'y a pas de livre. Qu'est-ce qui se passe? Je pense qu'il faut le dire avec la nuance. Il n'y a pas tous les livres. Et nous avons sur le marché, à l'heure qu'il est, au moins 50% des livres qui sont sur les listes officielles. Ce n'est pas glorieux. Maintenant, je voudrais vous dire et vous présenter ce sur quoi je me suis appuyé lorsque j'ai dit que les livres seraient prêts à la rentrée ou au plus tard une semaine avant ou après. Voici les engagements signés par les éditeurs. Vous avez écrit au crayon avec des signatures les engagements pris le 31 juillet et avant cela, d'autres engagements pris le 16 mai par les mêmes éditeurs. Donc c'est sur la bonne foi et sur la base de ce que les éditeurs avaient annoncé et confirmé par écrit. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, les éditeurs? Alors, pourquoi il n'y a pas de livres? Pourquoi il n'y a pas tous les livres? livres? Deux raisons expliquent qu'il n'y ait pas tous les livres. La première raison, c'est que certains éditeurs ont décidé de ne pas donner des livres à tous les libraires. Et pourquoi l'ont-ils fait? Ils disent que ces libraires-là ne sont pas solvables et ils ne sauraient donner des livres à crédit alors que nous avons changé de politique. Dans l'ancienne politique, il y avait 6-7 livres au choix et tous les éditeurs avaient intérêt, au risque d'être évincés par les concurrents, d'avoir leurs livres en librairie. Et ce qui se passait à ce moment-là, c'est que c'est les libraires qui étaient en position de force et qui décidaient de prendre les livres de tel ou de ne pas prendre les livres de tel. Et donc, ils décidaient également de certaines des conditions dans lesquelles ils prenaient les livres. Et pour un certain nombre, ils prenaient les livres à crédit. Et la nouvelle politique qui rend le livre captif parce qu'il est unique renverse le rapport de force et désormais ce sont les éditeurs qui se disent comme le livre ne peut pas être remplacé par un concurrent, ce n'est pas notre tour, mais nous allons rétablir l'équilibre dans les relations entre libraire et éditeur comme ça se fait partout dans le monde. Un libraire doit être solvable, c'est-à-dire quand il passe une commande, il doit dire dans quel délai il paye et au besoin payer une avance ou la totalité de sa commande. Et tout ceci se fait sans tenir le moindre compte de la scolarité des enfants. Et c'est précisément pour régler ce problème que le ministre secrétaire général, assisté du ministre secrétaire général adjoint des services du Premier ministre, a présidé une réunion vendredi dernier en présence de tous les éditeurs, des principaux libraires et des distributeurs. Et son instruction a été de ramener l'ordre dans les relations entre les partenaires de la chaîne du livre pour ne pas tenir l'école captive de querelles de clochers. Et le rendez-vous a été pris pour demain, lundi, avec les éditeurs qui vont définitivement se mettre d'accord sur la question qui fâche, celle du pourcentage, parce que certains éditeurs ont unilatéralement baissé à 15% un pourcentage versé aux libraires qui était de 20%. Donc, le ministre secrétaire général des services du Premier ministre a donné jusqu'à demain au plus tard à tous ces opérateurs pour se mettre d'accord et il a promis l'accompagnement parce que la deuxième raison pour laquelle tous les livres ne sont pas disponibles, c'est que les plans de fret maritime prévus par certains éditeurs n'ont pas été respectés par les compagnies maritimes par lesquelles ils importent leurs livres. Et donc, le ministre secrétaire général a promis que toutes les dispositions seront prises pour faciliter ou pour accélérer les procédures au niveau du port de Douala pour que les livres, dont un certain nombre et un grand nombre, sont déjà à Douala, au port, soient accélérés pour que les livres soient disponibles. Alors, rendez-vous dans les librairies demain. Rendez-vous dans les librairies pour les compléments de livres qui n'existaient pas, parce que certains libraires sont restés ouverts jusqu'à ce jour, dimanche, pour vendre les livres disponibles. Les compléments vont donc s'ajouter
demain, après-demain et au courant de la semaine. Alors pourquoi les éditeurs impriment-ils leurs livres, de préférence en Europe, avec tous les frais que ça comporte? Pourquoi La raison est simple. Précisément... Ils n'aiment pas la SOPECAM? Non, ça ne comporte pas les mêmes niveaux de frais que imprimés localement. Il y a une taxation des intrants, le papier, l'encre et tout ce qui contribue à imprimer les livres dans notre pays, qui fait qu'un livre imprimé au Cameroun coûte plus cher et parfois 2 à 3 fois plus cher que le même livre imprimé en Inde, en Chine, avec en sus du coût de production, le coût du transport et les petits frais qui permettent de dédouaner le livre. Donc, il y a un problème de politique fiscale et il y a également un problème de niveau d'équipement technique. À l'exception de la SOPECAM, aucune autre imprimerie ne peut imprimer au rythme de la demande scolaire. Est précisément suffisamment mise à contribution? Peut-être que c'est la directrice générale de la SOPECAM qui devrait régler ce problème. Mais je pense que la SOPECAM a un problème, et j'en ai discuté avec madame le directeur général, c'est que la SOPECAM est en même temps éditeur de manuels scolaires. Et donc la SOPECAM est en situation de concurrence avec certains éditeurs locaux et ça ne serait pas prudent, selon ce que quelques-uns disent, de venir donner ces produits à un concurrent à fabriquer. On pourrait occasionner des retards artificiels pour mettre en difficulté des concurrents. Et c'est pour ça que lors de ma discussion avec madame le directeur général de la SOPECAM, je lui ai dit, au regard de la qualité de l'équipement de la SOPECAM, si on obtenait les abattements de la fiscalité sur les intrants de l'imprimerie, la SOPECAM devrait, de mon point de vue, renoncer définitivement à publier le manuel scolaire, mais plutôt à faire la littérature générale, c'est-à-dire qui n'est pas concernée par le manuel scolaire, et à donner des assurances aux éditeurs de manuels scolaires qui peuvent lui passer des commandes et dormir tranquille parce qu'elles seront livrées à temps. Vous parliez de querelle de clocher tout à l'heure, ça c'en est une. Hein? Non, ce n'en est pas une. C'est des conflits d'intérêts et c'est la concurrence dans un domaine compétitif. Si la SOPECAM fait des manuels scolaires, elle est nécessairement en compétition avec les autres éditeurs et elle a l'arme de, j'allais dire, de destruction massive qui consisterait à bloquer les commandes et à ne pas les livrer à temps pour mettre ses clients concurrents en difficulté. C'est un procès d'intention. Ce n'est pas un procès d'intention, c'est comme ça que les autres conçoivent la chose. C'est-à-dire qu'un éditeur ne peut pas aller donner son travail à réaliser par un concurrent parce qu'il a une imprimerie. Voilà, on va repartir en Chine et on va rejoindre cette fois-ci Joseph Clément Oumba qui s'est intéressé aux activités de la première dame Chantal Biya dans la suite du chef de l'État. Cadre symbolisant les valeurs ancestrales de la société chinoise, la résidence des hôtes d'État d'Ayutthaya ouvre ses portes aux premières dames venues accompagner leurs époux au 3e sommet du Forum de coopération Chine-Afrique. La rencontre entre Mme Chantal Biya qu'accueille son homologue chinoise Peng Liyuan est une rencontre entre deux ambassadrices du système onusien. Mme Peng Liyuan étant depuis 2011 ambassadrice de l'Organisation mondiale de la santé pour la lutte contre le sida et la tuberculose. Habissou Bidong, secrétaire général de la Fondation Chantal Biya, accompagne l'épouse du chef de l'État. Plus d'une quarantaine de premières dames africaines qui se retrouvent à la villa Fangwa. Au rang des invités, le directeur exécutif de NUSIDA, Michel Sidibé. Michel Sidibé qui félicite les premières dames d'Afrique. Professeur Marcelin Vundaïtoa, il y a quand même une bonne nouvelle. Cette rentrée, c'est la baisse du manuel, des prix, des manuels scolaires. Vous me disiez 75% environ pour la maternelle. Mais c'est une nouvelle qui cache quelque chose de moins reluisant. C'est-à-dire que jusqu'à présent, le tripatouillage était tel que les prix grimpaient. C'est bien ça? Non, ce qui se passait avant, c'est que les éditeurs qui étaient en compétition sur une liste agréée devaient donc investir dans le marketing et la promotion de leurs produits. Ils devaient faire le tour des établissements dans les villes, ils devaient envoyer des délégations pédagogiques dans les villes et évidemment, ça engageait des frais. Première chose. Deuxième chose, ils imprimaient en tenant compte de la concurrence. Lorsque vous êtes 6 sur un marché de 6 000 exemplaires,
Par prudence, vous faites 1000, ou si vous vous croyez être le meilleur, vous faites 2000. Et vous laissez les autres parts de marché aux autres parce que vous ne savez pas quels sont leurs moyens pour pénétrer le marché. Conclusion, les livres imprimés en petite quantité revenaient plus cher à cet éditeur et je peux vous garantir que l'éditeur répercutait les prix sur le manuel au final et c'est le parent qui payait à la fois pour les frais de marketing et pour les surcoûts liés aux petites quantités que les éditeurs imprimaient. L'avantage de la politique du livre unique, c'est précisément que là où il y avait 6 ou 7 manuels pour une matière, il y a un seul éditeur qui a donc tout le marché et là s'applique la logique de l'imprimerie qui consiste à baisser les prix lorsque les quantités augmentent. Alors, cette question de la politique du livre unique me suggère une question. Pourquoi a-t-on attendu si longtemps avant de se rendre compte que ce qui se passait était anormal? À l'origine, le projet est vertueux. Le projet de la libéralisation du secteur du manuel scolaire consiste à créer une émulation entre concurrents. Mais je pense qu'au fil de sa mise en œuvre, il y a eu de petites perversions qui se sont installées, au point où on est passé de 2 à 3 livres par matière, selon la prescription de l'arrêté du Premier ministre du 4 janvier 2002, à 6 à 7 livres par matière parfois. Donc, le principe vertueux du départ a été perverti, et c'est pourquoi il est heureux de constater qu'on en a tiré toutes les conséquences. Bref, que le gouvernement, que le Premier ministre en a tiré toutes les conséquences. En réalité, que les préoccupations de business étaient omniprésentes. Oui, simplement parce qu'un certain nombre d'éditeurs n'ont pas compris que le livre a beau être un objet marchand, il est d'abord un bien culturel. Et mieux encore, le livre scolaire est plus qu'un bien culturel, il est un objet de développement. Et vous pensez qu'ils l'ont compris aujourd'hui? S'ils ne l'ont pas compris, ils vont être obligés de le comprendre parce que, évidemment, au niveau du Conseil, nous prenons toutes les précautions pour que les coûts des livres soient contrôlés. Parce que nous avons eu dans la commission cette année des spécialistes en fixation des prix des manuels scolaires et des livres. Parce que lorsque vous donnez un livre à imprimer, si vous le donnez à 2 imprimeurs différents, le livre ayant les mêmes caractéristiques, la variation de prix ne peut pas dépasser 5%. Donc, si un premier imprimeur vous dit 1000 francs l'exemplaire, un deuxième vous dit 2000 l'exemplaire, il y a un problème. Voilà, on veut bien acheter les livres, mais on veut acheter des livres de qualité. Quel est l'avis du secrétaire permanent sur la qualité des livres? Moi, je vois des fautes, je vois des images choquantes. Est-ce que l'allure générale de nos manuels scolaires n'est pas en cause? Alors, nous entrons dans une ère nouvelle avec la politique du livre unique. L'un des indicateurs, c'est que nous sommes passés de plus de 120 éditeurs à 80 qui ont soumissionné. Parce que, figurez-vous, M. Belibi, certains éditeurs ne savaient même pas ce qu'est le dépôt légal. Certains autres ne savaient même pas ce qu'est l'ISBN. Donc, à la faveur de la libéralisation du secteur, beaucoup de personnes ont migré d'autres métiers sans formation vers l'édition de manuels scolaires. D'autres ont migré du métier de libraire à celui d'éditeur, d'imprimeur à éditeur, sans avoir fait leur classe et avoir appris le métier. Et donc, si nous sommes passés de 120 à 80 ayant soumissionné et à une cinquantaine ayant été retenus, il y a un assainissement progressif d'abord dans le secteur de l'édition et évidemment, les éditeurs qui vont prochainement soumissionner vont minimalement se poser la question de savoir si leurs livres remplissent les standards. Maintenant, ce que nous gérons en ce moment, c'est l'existant. Nous gérons l'existant, c'est-à-dire des livres qui ont toujours été là. Parce que la plupart des éditeurs n'ont pas soumissionné de nouveaux livres cette année au regard des enjeux de la réforme. Ils sont venus avec des livres qui existaient déjà. Et c'est dans ces livres-là que nous constatons donc toutes ces fautes, toutes ces erreurs et même tous ces errements. Ce qui a lieu d'envisager, ce qui se fait par exemple dans un pays comme le Sénégal, c'est que les livres soient présélectionnés dès le mois de février et les livres retenus au thème de la présélection sont soumis à correction, réécriture, à partir des observations et des remarques faites par les évaluateurs. Et au thème du mois de mars, on aurait des livres qui ont été soumissionnés peut-être avec des fautes, des coquilles, qui auraient été toilettées,
comme un étudiant, au sortir d'une soutenance de son mémoire ou de sa thèse, prend en compte les observations du jury, les intègre pour bonifier son travail. J'ai très envie de vous demander qu'est-ce qui nous empêche de le faire. Mais enfin, je ne pose pas la question. Je pense qu'on est en voie de le faire et cette commission étant passée peut-être à la 16e session, c'est ce que nous allons suggérer à notre hiérarchie. Alors, je parlais des fautes, je parlais des images choquantes, je parlais même de pages qui ne se tournent pas facilement dans nos manuels scolaires, mais je pourrais également parler des manuels qui sont écrits par les inspecteurs, par les enseignants. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit d'intérêts? Alors, il y aurait un conflit d'intérêts si ces inspecteurs sont évaluateurs. Et par le passé, beaucoup d'auteurs de manuels étaient leurs propres évaluateurs. L'astuce consistait à mettre sur la couverture, non pas le nom de l'auteur, mais à mettre un groupe d'auteurs. Et dans ce groupe d'auteurs, il y avait donc des évaluateurs qui venaient siéger au conseil et évaluer leurs propres livres ou à tout le moins influencer l'évaluation de leurs propres livres. Pour remédier à cette situation, ce que nous avons fait cette année, c'est que aucun livre n'a été agréé dont les noms des auteurs ne figuraient pas sur la couverture. C'était donc pour mettre à nu toutes ces manœuvres. Et je voudrais vous montrer un livre ici, un livre de sciences qui a été soumissionné par un éditeur étranger pour la classe de 5e et qui n'a pas été retenu parce qu'il n'a pas respecté la consigne Sciences et technologies 5e par une équipe d'enseignants. Voilà. Ce livre n'a pas été retenu parce que précisément on avait perçu l'astuce. Et je peux vous garantir que lorsqu'on a demandé à ceux des éditeurs qui avaient des livres sans nom précis des auteurs d'accoler même avec des post-it les noms sur les livres, nous avons découvert que beaucoup de gens qui avaient siégé dans le conseil par le passé étaient précisément auteurs de manuels et avaient fait passer leur propre manuel. Eh bien, ainsi va le manuel scolaire, un business avant tout. Oui, on peut le voir comme ça, mais je pense qu'il faut conjuguer les verbes au bon temps parce que ainsi allait le manuel scolaire. Désormais, avec la réforme instituée par le Premier ministre, nous donnons le mieux que nous pouvons avec l'encadrement de la critériologie et de l'accompagnement des ministères utilisateurs des manuels scolaires pour que tout ce qui peut nuire à la qualité du manuel scolaire soit mis hors du circuit. Voilà, on va rester dans le sillage de la rentrée scolaire et on va aller vers le nord-ouest où un événement pas banal du tout s'est produit cette semaine. C'est des femmes qui ont décidé de manifester dans la rue pour réclamer le retour de leurs enfants à l'école et également le retour à la paix. Augustin Guizana, à Bamenda. Une marée humaine au stade municipal de Bamenda. Ce sont les femmes pour la plupart. Des images insoutenables montrant des militaires et des civils froidement assassinés, des propriétés publiques et privées détruites, le spectre de la violence qui plane au quotidien sur les régions du nord-ouest et du sud-ouest les rassemble. La mère de l'humanité est sans voix. J'ai perdu des gens très importants, des amis, des frères, des gens en famille qui n'ont même plus de maison, qui vivent dans la peur, qui sont frustrés. Rien qu'une balle qui sonne seulement comme ça. Même moi-même, je ne sais pas si vraiment je veux vivre, mais je demande la paix. Je ne veux plus de tout ça. Regardez, cet homme qu'on a tué à Maïfort, c'était un taximan. C'était un taximan, il a 3 petits-enfants. Qui va s'occuper des enfants? Les femmes n'en peuvent plus. Elles sont sorties par dizaines de centaines de leur mutisme. Chacune un arbre de la paix à la main, l'habit noir, symbole de tristesse et de larmes pour dire non aux atrocités et oui au dialogue entre le gouvernement et les séparatistes. Les femmes sont venues de partout à Bamenda. Les autres hommes même sortis du sud-ouest, sont même sortis de Yaoundé. Parce que les femmes sont fatiguées, on veut la paix. C'est seulement la paix qu'on veut. Les femmes du nord-ouest et du sud-ouest ont puisé dans la Bible pour prêcher le pardon. Children cannot even go to school. The
Almighty have mercy on your people. Par des scènes de lamentation dans la pure tradition des peuples du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, elles disent que leurs larmes appellent leur fils ou leur mari à revenir à la raison pour que la paix règne partout au Cameroun. Professeur Marcelin Vunda et toi, je voudrais évoquer une question qu'évoquent quelques anciens. Pourquoi est-ce que les classiques disparaissent de plus en plus des programmes? Pourquoi on n'enseigne plus le Cid? Pourquoi on n'enseigne plus Ferdinand Oyono? Pourquoi on n'enseigne pas Guillaume Oyonombia? Mais les classiques ont précisément fait leur retour, M. Belibi. Guillaume Oyonombia, 3 prétendants à un mari, n'était pas dans les programmes l'année dernière et il y est revenu. Pabé Mongo n'était pas dans les programmes l'année dernière, il est revenu. Et pour citer les étrangers, Jean Plia, l'Ab Fétiche, n'était pas dans les programmes l'année scolaire dernière, il est revenu. Et nous avons même dans les programmes scolaires cette année, Léopold Sédar Senghor. Alors, ils sont revenus, ces classiques-là, pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle ils avaient disparu? Je ne peux pas savoir parce que je n'étais pas acteur à l'époque où ils ont disparu. Mais ils sont revenus parce que les éditeurs les ont soumissionnés et ils ont été confrontés aux autres manuels dans les mêmes disciplines. Et c'est pour ça qu'ils sont revenus, parce qu'à nos yeux, ils sont apparus comme les mieux écrits et les plus profonds du point de vue de leur thématique. Alors, je voudrais entrer dans les travaux de votre conseil. Comment est-ce que s'effectue la sélection de manuels scolaires? Alors, je vous ai dit tout à l'heure que le Premier ministre a signé le 29 mars une critériologie. Chaque critère est noté sur 5 points. Et les évaluateurs donnent une appréciation qui va de A à E et on convertit l'appréciation à la fin de l'évaluation. Donc quand un évaluateur a un livre entre les mains, il prend la couverture. Est-ce que l'illustration de la couverture est bonne? Il prend le façonnage. Est-ce que le livre est cousu, collé ou agrafé? Il coche la colonne qui correspond. Et pour chaque rubrique, les aspects physiques et matériels du livre, 25 points. Les aspects de contenu et de langue, 25 points. Le prix, 25 points. Est-ce que le rapport qualité-prix, et ça c'est les experts en évaluation des manuels scolaires sur les aspects extérieurs et en fixation des prix, qui se sont prononcés sur le rapport qualité-prix. Au terme de tout cela, chaque manuel est évalué par 2 évaluateurs au moins. On croise leurs regards et on s'efforce le plus possible que les livres soient évalués par des spécialistes. Donc, les livres de SVT sont évalués par des profs de SVT et non pas par des profs de français. Les livres de physique sont évalués par les profs de physique, ainsi de suite. Chaque éditeur évalue comme un correcteur d'une copie d'examen, met sa fiche dans le livre qu'il avait évalué et on prend les 2 fiches, on fait la synthèse des notes des 2 évaluateurs. Le premier a donné A, ça correspond à 5 points. Le deuxième a donné B, ça correspond à 4 points. Et lorsqu'il y a un écart de plus de 3 points, c'est-à-dire qu'un évaluateur a donné A et l'autre a donné E, on appelle un 3e évaluateur parce que l'écart est préoccupant. C'est-à-dire que ça devient donc une question d'arbitrage. Et au terme de tout cela, nous classons les livres d'abord du point de vue du contenu, deuxièmement du point de vue des aspects physiques et troisièmement du point de vue du prix. C'est comme ça qu'on arrive à classer tous les livres comme des candidats ayant participé à un concours du premier au dernier. Et nous prenons donc dans l'ordre le premier, et c'est lui qui est le livre retenu et qui est mis sur la liste qui est proposé au ministre. Tout ceci a l'air très cohérent, très structuré, bien pensé, mais au total, on a les livres dont nous parlons ici, les livres avec la qualité qu'on connaît. Où est-ce que se situe ce qui ne marche pas, le grain de sable? Alors, je voudrais évacuer l'idée que le contenu est décidé par le Conseil. Je le redis, le Conseil évalue les livres en fonction de leur conformité au programme. Maintenant, nous avons les livres que nous avons parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les livres que nous avons reçus cette année sont plus ou moins, ou pour la grande majorité des livres qui avaient déjà été dans le programme. Et il faut en sortir avec le meilleur ou le moins mauvais. Et donc, si vous trouvez une coquille qui subsiste dans un manuel, il ne faut pas dire que nous avons laissé un mauvais manuel. Nous avons laissé de manuel pire que celui-là.
et la coquille peut être corrigée. C'est pour ça que j'envisageais que l'évaluation des manuels se fasse en 2 temps. Une présélection, une prise en compte des observations des évaluateurs, une validation de ces observations avant que la mouture finale, totalement toilettée de toutes les coquilles, de toutes les fautes qui peuvent avoir échappé au rédacteur du manuel, avant que cette copie finale, toilettée donc, ne soit soumise au ministre en charge de l'éducation et chargé de signer les listes des manuels scolaires. On en prend la direction? Je pense que c'est raisonnable d'en prendre la direction. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore pris cette direction? Non, c'est-à-dire que le problème se pose maintenant. C'est-à-dire que la 15e session de l'évaluation ayant été faite, ça ne peut être envisagé que pour la prochaine session. Voilà, on va revenir avec l'un de nos reporters sur la polémique qui accourt, celle pour laquelle vous êtes là ce soir. Et Martine-Noël Ndengue a enquêté sur cette polémique autour du livre de sciences de la classe de 5e. Voici le livre qui crée la polémique. L'excellence en sciences de la classe de 5e dans le chapitre consacré à la lutte contre les comportements émergents néfastes à la santé de reproduction fait réagir. La sexualité dans notre contexte africain est tabou. Je pense qu'ils sont allés très vite. On devrait préparer des enfants et y aller continuellement. Ce livre est au programme depuis quelques années, autant que les autres avant la politique du livre unique. Les co-auteurs et certains membres de la chaîne du livre s'en défendent. Il s'agit de prévenir les enfants contre ces pratiques sexuelles néfastes avec des illustrations comme l'exige l'approche pédagogique par compétence. L'objectif ici, c'est pas d'amener les jeunes, comme certains prétendent, à ces comportements, mais c'est de dénoncer ce comportement pour qu'ils ne tombent pas sous ce coup. C'est une réalité que beaucoup veulent cacher. Ce sont des pratiques qui sont effectuées, qui sont réalisées. Je crois que c'est un problème de manipulation d'informations. Ceux qui ont envoyé des images, qui ont posté des images dans les réseaux sociaux, n'ont pas pris la peine d'aller à la source. Une rumeur sur son retrait des programmes a circulé sur la toile ce vendredi. Après la réunion qui a rassemblé autour du secrétaire général des services du Premier ministre, Séraphin Magloire Fouda, les acteurs de la chaîne du manuel scolaire. Parmi eux, les membres du Conseil national d'agrément des manuels scolaires et des matériels didactiques. C'était surtout pour parler de la disponibilité du livre. Pour l'heure, aucune information officielle des services du Premier ministre ou du ministère des enseignements secondaires ne fait mention du retrait de ce livre de sciences des programmes de la classe de 5e. L'entretien par où on l'a commencé et précisément avec cette question de Martine-Noël Ndengue. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que la polémique est dans la rue? Alors, je pense que je n'ai pas le pouvoir de dire ce qui va se passer, mais j'imagine ce qui aurait lieu d'envisager pour l'apaisement de la polémique actuelle. Je voudrais d'abord dire que le livre incriminé, comme je l'ai dit au début, n'est pas le seul à avoir ces éléments qui fâchent. Je vous ai présenté tous ceux qui ont les mêmes éléments. Pourquoi y a-t-il ces éléments dans ce manuel? Parce qu'ils figurent dans le programme. Pourquoi figurent-ils dans le programme? Parce que l'intention était précisément de construire des savoirs autour d'un danger et d'un phénomène. Monsieur le secrétaire permanent, vous donnez le bon Dieu sans confession à ceux qui ont confectionné les programmes. Je ne suis pas paranoïaque et je n'ai aucune raison objective de croire que des gens peuvent s'être assis et intentionnellement choisis de pervertir la jeunesse. Parce que lorsqu'on lit ces livres-là, on voit bien peut-être que le problème est celui de la méthodologie. Mais la question de l'éducation sexuelle doit-elle être, oui ou non, adressée à l'école? Voilà la vraie question, voilà le vrai problème. Quel est votre avis dessus? Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Je ne voudrais pas interférer par mon avis. Je constate simplement que ce qui circule dans la toile, il y a des parents qui sont pour, d'autres qui sont contre. Ils se rejoignent dans l'indignation par la manière, pas sur le fond de la question. Ils pensent que, 1, est-ce que c'est la classe appropriée? 2, est-ce que c'est l'approche pédagogique
approprié, voilà ceux qui opposent les avis et les opinions. Et donc, sur ce plan-là, je pense, sur le plan technique, qu'il y aurait lieu d'envisager de suspendre le module, l'enseignement du module. Une telle décision pourrait être prise à quel niveau? Alors, la décision pourrait être prise par les responsables en charge de l'éducation, parce que le programme Querellé, le module Querellé, fait bien partie du module des programmes d'enseignement de la science en classe de 6e dans le nouveau programme signé par feu le ministre Bapes en 2014. Donc c'est à ce niveau-là que la décision devrait être prise, de retirer ce module ou de suspendre son enseignement. Parce qu'en réalité, le manuel scolaire est une déclinaison des objectifs poursuivis par l'enseignement. C'est-à-dire, on veut construire des savoirs autour d'une notion et le manuel scolaire est l'outil par lequel on atteint ce but-là. On enlèverait le manuel des programmes qu'un enseignant de cette matière qui s'est tenu en dehors de la controverse, qui n'a pas accès aux réseaux sociaux, qui n'a pas lu les journaux, qui n'a pas écouté la télé et qui a son programme, qui est son outil de travail, enseignerait de bonne foi, peut-être avec des éléments de langage différents, mais il enseignerait ce chapitre sur les comportements sexuels néfastes à la santé et déviants. Professeur, on connaît votre passion pour le... Remarquez que le Premier ministre a signé une critérologie, parce qu'avant, les éditeurs se plaignaient de ne pas savoir sur quelle base les manuels étaient évalués. Le Premier ministre a signé le 29 mars 2018 une critérologie qui a été rendue publique dans Cameroun Tribune et mise à la disposition de tous les éditeurs. Désormais, chacun sait à quoi s'attendre. Et cette critérologie est la clé, parce que selon les éléments que je viens de vous fournir, nous allons vers 1. La transparence, 2. L'objectivité. Du point de vue de l'évaluation, voilà ce qui a changé. Maintenant, du point de vue de l'économie générale du manuel scolaire au Cameroun, ce qui a changé, c'est que nous allons progressivement vers la professionnalisation et l'industrialisation du secteur. Par le passé, et je connais des gens qui n'ont aucune espèce de compétence en quoi que ce soit, ni dans la construction des savoirs, ni dans l'édition, qui étaient auteurs de manuels scolaires, qui avaient des livres au programme. Je pense que cette tendance-là va diminuer parce que les exigences posées en amont vont amener les gens à être plus rigoureux s'ils veulent avoir à capitaliser l'argent qu'ils pourraient investir dans le manuel scolaire. Alors, un secrétaire permanent du conseil d'agrément du manuel scolaire a forcément des ennemis quand il veut assainir. C'est votre cas? Je pense que, objectivement, il y a des gens qui ne sont pas contents et qui ont de bonnes raisons de ne pas l'être. Et qui vous le font savoir? Quelques-uns nous le font savoir de façon indirecte, parce que, imaginez-vous, M. Bélibi, là où il y avait 6 à 7 livres par matière et où les gens réussissaient à faire quand même des parts de marché et des bénéfices, puisqu'ils y sont restés quelques années, vous avez la responsabilité de n'en retenir plus qu'un seul. Tout ce que vous n'avez pas retenu sont vos amis avant que vous n'ayez fait la sélection. Mais dès lors que la liste est publiée, vous êtes accusé de tous les maux, vous êtes soupçonné et suspecté de tout par des gens qui, avant cela, vous ont fait parfois des appels du pied en souhaitant que vous mettiez leur livre dans les listes. Alors j'ai une dernière question que j'adresse à l'enseignant que vous êtes et aux responsables des manuels scolaires. Est-ce que ce qu'on appelle la baisse de niveau de nos enfants n'émane pas en partie de la qualité des manuels qu'on leur propose? Je pense qu'il faudrait imaginer la question de la baisse dans la logique des vases communicants. Ça ne peut pas être haut au niveau des enfants si ce qui permet de monter le niveau des enfants n'est pas déjà haut. C'est-à-dire qu'il faudrait questionner tous les acteurs du système éducatif et voir si le niveau des enfants ne baisse pas proportionnellement à la baisse des niveaux des autres éléments de la chaîne de la construction et de la formation de la jeunesse. Voilà. Je vais vous remercier maintenant, professeur, d'être venu à Actualité Hebdo et en vous rappelant que nous avons rendez-vous cette semaine dans les librairies où nous devrions trouver tous les livres.
Nous allons trouver les livres au fur et à mesure qu'ils vont arriver parce que tous les éditeurs sont de bonne foi et la promesse qui leur a été faite par le ministre secrétaire général de faciliter les procédures à la douane est une raison d'espérer qu'au fur et à mesure, on va avoir tous les livres et peut-être d'ici à la quinzaine de septembre, on aura tous les livres. Nous avons également l'espoir que ces livres seront désormais expurgés du type de spectacle que nous a offert ce manuel de classe de 5e. Il n'y a aucune raison que ce ne le soit pas si c'est ce qui est nécessaire pour rassurer l'ensemble du système éducatif. Mesdames, Messieurs, le professeur Marcelin Vunda Etoile, secrétaire permanent du conseil d'agrément du manuel scolaire, était l'invité d'Actualité Hebdo ce soir. Merci professeur. Merci mesdames, messieurs pour votre très aimable attention. Passez une bonne semaine et à dimanche.